Et salut tout le monde, bonsoir ou bonjour, bienvenue sur le 13e épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, nous allons traiter du Combine. Nous allons parler sur cet épisode de l'offense au Combine, donc de l'attaque. Et dans un deuxième épisode demain, nous parlerons de la défense. Alors, le Combine, pour vous introduire, c'est une série d'exercices mis en place pour les joueurs se présentant à la draft qui se déroule sur plusieurs jours. Hein. On a des exercices physiques, des entretiens que je vais détailler un tout petit peu tout à l'heure. Et ça se passe à Indianapolis, hein, dans le stade des Colts, sous l'œil des general managers, des scouts, des entraîneurs, même des propriétaires NFL. Et ça permet de juger les joueurs et de donner un peu leur donner un niveau, en fait, quelques notes sur leur athlétisme, sur leur mental, on va dire. Et voilà, et donc on va vous expliquer tout ça ce soir. C'est une série de tests qui sont constitués en différents groupes. On a le 40 yard dash, 40 yard dash, donc qui est une course de vitesse sur 40 yards. On a le bench press, donc qui est du développé couché. On a le vertical jump, donc qui est du saut en hauteur, le broad jump, du saut en longueur, le free cone drill, qui est un test de mouvement et de position. Et pareil, on a aussi le 20-yard shuttle et le 60-yard shuttle qui sont des tests de mouvement, d'accélération et de décélération. Voilà, on a aussi beaucoup de tests, beaucoup d'interviews de joueurs par les équipes qui rencontrent les entraîneurs, qui rencontrent les general managers, les scouts, de manière privée avec des questions plus ou moins farfelues de temps en temps pour un peu tester les réactions, les réactivités des joueurs. On aura une petite anecdote à ce propos tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi le test Wonderlic, qui est un test un peu, en quelque sorte, de QI, voilà, donné aux joueurs. Et puis après, on analyse le résultat. Mais c'est vrai que ça influe peu en général. On en reparlera. Et ce soir, on est pas mal ce soir. Parce que ce soir, j'ai Guillaume de Florida avec nous. Salut Guigui. Salut, bonjour à tous. Voilà. Et ce soir, pas de rage, hein, parce qu'on va parler de Jake Fromm notamment. Et Ah, pas de nous soucis, tout va allons bien ce soir. Et nous allons aussi parler de Justin Herbert qui est au Combine avec notre ami Robin d'Oregon. Salut, salut. On aura aussi le plus grand fan de Colt Med de Notre-Dame, notre ami Augustin. Salut les gars. Et on aura le revenant des revenants, le meilleur de tous, celui qui n'a pas de gros joueurs à représenter lors de ce Combine et de cette draft. J'ai nommé Valentin Dolmis. Benito Jones, c'est un pêcheur, il fait quoi lui? Bah, tout sauf du football. Bon, on va démarrer. On va démarrer avec l'importance des exercices pour les équipes en NFL. Donc, ce sont des exercices, hein, comme je te disais, qui montrent un peu l'athlétisme des joueurs, leur caractère, mais aussi leur manière de gérer la pression, parce que c'est vrai que ce sont des exercices donnés sous les yeux de tous les scouts. Et puis, il y a aussi, donc, comme on le disait, les interviews de joueurs par les entraîneurs, les scouts, avec des questions plus ou moins surprenante. Pour vous, est-ce que c'est important le combine pour noter un joueur, pour savoir si ça sera un bon joueur NFL ou non, et vraiment s'il mérite d'être drafté haut ou moins haut, sachant que voilà, il y a pas mal de joueurs aussi qui décident de ne pas participer à tous les exercices du combine ou voire pas du tout. Est-ce que pour vous c'est vraiment important le combine et ça définit un joueur? Ça Bah, définit pas un joueur, mais ça peut très bien l'aider, mais ça peut très bien le desservir aussi. ça, je suis plutôt d'accord. Par exemple, moi, personnellement, à titre personnel, la partie qui m'intéresserait le plus, et celle où on a le moins accès, c'est la partie des interviews avec les front office des différentes équipes. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir toute l'année forcément sur le terrain, ou on peut moins le voir en tout cas. Alors que les exercices comme le 40 yards, comme le bench press, tous des trucs comme ça, entre guillemets, de terrain, les exos de catch et de tracé pour les receveurs, ça, on a beaucoup plus de vidéos, d'informations là-dessus. Pour moi, un joueur, ça s'est déjà vu, il y a des joueurs qui sont très rapides au 40 yards et qui font rien derrière en NFL, pardon, et inversement. Et ça, on peut les prendre sur tous les tests. Après, c'est une bonne information, mais pour moi, ça ne devrait pas être un critère influent qui doit te faire bouger de 15 à 20 places, ou même des fois de 30 places, un tour entier, comme on a pu le voir par le passé. Mais après, c'est mon avis, et vous avez peut-être un autre, vous les gars.
Moi, enfin, non, aussi, j'accorde pas forcément beaucoup d'importance au combine, mais ça peut permettre, surtout, je pense, enfin, par rapport à, par exemple, chez Claypool, de taire un petit peu les défauts qui circulent pendant la saison. Bah, en l'occurrence, pour Claypool, qu'il n'était pas assez rapide. Et bah, il a montré qu'il pouvait courir très vite. Et voilà, je pense, c'est juste à titre d'exemple, ça peut permettre de montrer aux scouts que finalement, il fallait pas trop parler trop vite et qu'on a des qualités à faire valoir, mais qu'on n'a pas forcément montré pendant la saison universitaire. Et Pour ça, tu moi, vois, moi, juste vite fait, Elio, ça là-dessus, je peux comprendre ce que tu veux dire, mais personnellement, moi qui joue, enfin, personnellement, je joue un petit peu au foot US, enfin, ça n'a rien à voir de courir sur une ligne droite avec personne, sans casque, sans Ouais, bien. épaulière, avec un mec qui est à courir un 40 yards, imaginons la même distance, avec casque et épaulière, et un cornerback qui est en presse sur toi. Alors, ça n'a rien à voir, même un cornerback qui est en soft coverage. Enfin, c'est pas représentatif du sport en fait. Pour moi, vraiment, les exos comme le 40 yards, c'est de l'athlé. Donc c'est très bien, c'est un sport à part. Si tu veux faire du 40 yards, mon gars, tu fais les championnats d'Europe ou les championnats du monde d'athlétisme indoor, tu as du 60 mètres. Vas-y, c'est très bien. Pour moi, ça n'a pas de vraie résonance sur le terrain. Alors, tu peux pas retranscrire ça sur le terrain en situation de match en fait. C'est ça le vrai problème que j'ai avec la plupart de ces exos. Et c'est ce que disait Bruce Arians, le coach des Tampa Bay Buccaneers maintenant, enfin, qui était anciennement coach des Arizona Cardinals, qui disait qu'en fait, sur les vidéos, on voit qu'un receveur peut être un 4,60 et au final courir un 4,40 lors du combine, et vice-versa, t'as des joueurs qui ont l'impression d'être un 4,40 sur les images, sur les vidéos, et courir un 4,60. Enfin, le combine, en fait, ça veut trop rien dire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en NFL aujourd'hui qui n'étaient même pas invités au combine et ça leur a ni desservi ni mal servi. Enfin, c'est plus des tests physiques pour comparer les joueurs entre eux. Si par exemple on a des doutes entre, pourquoi pas, par exemple là, je suppose qu'on prendra l'exemple tout à l'heure entre Lamb et Judy, où c'est dans la draft c'est un peu le numéro un, numéro 2, et du coup on va juste comparer les attributs physiques puisque leurs différences de jeu elles sont minimes. On pourrait prendre cet exemple-là et du coup ils vont juste comparer avec les attributs physiques, mais c'est rien de plus que, comme disait Guillaume, c'est rien de plus que le mec le plus physique, le plus athlétique qui va l'emporter, entre guillemets. Et voilà, c'est vrai que ça a pas, pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt, le combine en lui-même, à part pour voir des joueurs hein, d'universités moins reconnus. On en parlera plus tard. et puis il faut le dire, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont en fac, par exemple, qui sont dans l'équipe d'athlétisme, en étant aussi dans l'équipe de foot US. Donc c'est deux métiers différents, ça peut se rejoindre voilà, au niveau physique sportif un tout petit peu, mais c'est vrai que comme le dit Guillaume, c'est deux métiers complètement différents. Quand tu cours et que t'as pas un corner en train de te couvrir ou quoi que ce soit, c'est complètement différent. Et puis voilà, et on a bien vu l'exemple, c'est-à-dire que la plupart des joueurs ont fait qui étaient assez bons en carrière d'athlétisme, voilà, n'ont pas forcément percé en NFL. On a Marquis Godwin qui a fait de l'athlétisme pour les États-Unis, mais voilà, qui est tout de même pas qui est un bon receveur, mais qui est tout de même pas considéré comme un des meilleurs receveurs de la ligue. Et donc, ouais, c'est complètement des métiers différents. En revanche, ce que Guillaume aussi disait et qui est très intéressant, c'est que sur le combine, les entretiens avec le front office, les entretiens privés, peuvent être intéressants pour connaître le caractère d'un joueur, s'il peut se fondre dans le vestiaire actuel, si il peut avoir une mentalité qui correspondra à la NFL et au monde professionnel, notamment, ce qui est très important, même si on sait qu'il y en a beaucoup qui passent à l'émail du filet. Euh, et voilà, mais c'est vrai qu'au niveau des stats sur le combine, bon, bah, de temps en temps, oui, il y a des stats très décevantes et tu te dis que le joueur ne s'est pas bien présenté ou en bonne forme physique, et ça, c'est un peu inquiétant. Mais sinon, voilà, on a eu l'exemple en 2017 de John Ross de l'Université de Washington qui a couru le 40-yard dash le plus rapide de tous les temps en combine, à 4,22, je crois, à 4 secondes 22. C'est ça, Euh, c'est ça. et voilà, il a été sélectionné au premier tour grâce à ça, par les Cincinnati Bengals, et c'est un flop total. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que ce soir, en plus, je porte son maillot quand il était à l'Université de Washington. Voilà,
pour se faire plaisir, Robin d'Oregon. Qui s'en fout? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Tout le monde s'en fout de Washington. Mais c'était un cadeau. Mais voilà quoi. On va passer au top et au flop, si vous voulez, messieurs, de ce Allez. combine. Oui, on va le faire poste par poste. On va démarrer bien entendu avec le poste le plus attendu, si je puis dire, en général le plus attendu, le poste de quarterback. Et le poste de quarterback, en top, on a 2 joueurs. Et on va commencer. Je vais laisser introduire le premier joueur parce que ça a été sujet de grande discussion, notamment aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous invite aussi à aller écouter un des podcasts. Parce qu'on n'est pas sectaire, on vous invite carrément à aller écouter les podcasts de gros médias tels que Touchdown Actu, The Blue Pennant. Voilà, on vous invite à écouter aussi tous les podcasts qui sortent. Par rapport à la NCAA et la NFL. Donc voilà, n'hésitez pas, on est plusieurs et puis on essaye en général de débattre entre nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à participer aussi au débat. Et il y a celui de. C'est Mid-Majors aussi. Mid-Majors, ouais, qui a son. À Midnight on Campus qui fait des podcasts sympas, si je dis pas de bêtises. Exact. Ouais. Donc voilà, il y a quand même pas mal de médias qui se spécialisent un peu dans le sport, donc c'est intéressant aussi d'avoir les différents avis, surtout à ce moment-là de la saison avec la draft qui arrive. Et, comme ça, je pense que vous pouvez vous faire des avis un peu plus détaillés sur chaque joueur. Et donc, que ça va faire cette période de l'année en fait. C'est clair. Et donc, on va introduire le premier top QB sur ses performances, qui n'est autre que Justin Herbert. Et je pense que le mieux placé, c'est celui qui a la chance d'avoir eu comme quarterback dans son université. Donc, je nomme Robin d'Oregon. Yes, alors du coup, pour venir sur Justin Herbert, au combine, il a beaucoup. Comment dire, il a beaucoup impressionné les scouts. Il me semble que ça a été un. En fait, il avait pas de compétition en tant que tel au niveau au-dessus de lui, puisque Joe Burrows ne faisait pas n'a pas pris part aux différentes épreuves du combine, quelles qu'elles soient de toute façon. Et Tua Tagovailoa non plus n'a pas pris part au combine pour blessure. Donc en fait, en soi, il y avait un peu les projecteurs sur lui. Et il a bien répondu. Il a montré les défauts qu'il avait en soi, puisque par exemple, quand il s'agissait de lancer les slants ou quelque chose ou des tracés courts, il a une tendance à driver la balle, c'est-à-dire à essayer trop de viser et trop d'amener la balle aux joueurs, et donc ça crée des mauvais lancers. Et beaucoup d'analystes ont cette analyse de dire qu'il faut qu'il lâche prise en fait et qu'il balance son bras, parce qu'il y a un des plus gros bras de la draft avec Jacob Eason, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Mais dès qu'il a trouvé son rythme et trouvé ses receveurs pour aller dans les deep balls, du coup pour tout ce qui est post et fade, ça c'était vraiment du gros gain pour lui, puisque quand tu mets 70 yards dans les airs, c'est plus pour impressionner. Il n'y a pas besoin de le faire au combine, c'est juste il le fait pour montrer qu'il a la capacité de le faire. Elles étaient super bien placées. Je me souviens, il y a une belle balle pour Chase Claypool de Notre-Dame, qui a une belle fade pour lui, donc c'est plutôt cool. Au 40 yards, il a couru K68 et c'est très bien, il a montré qu'il savait courir. Et justement, c'est une des analyses que faisait dans le podcast de TDA sur leur top 15 joueurs de la draft, auquel j'ai répondu en fait, puisque j'ai apporté des précisions clairement sur l'analyse de TDA. Donc, qui disait, pour remettre dans le contexte, qui disait que Herbert avait une bonne. Qui se développait comme un coureur dans ses derniers matchs, du coup, que ce soit le Rose Bowl ou le Pac-12 Championship Game. Et il l'a montré au combine, il a validé en fait en courant un K68. Et en global, il a montré qu'il était athlétique et qu'il a les bonnes mensurations. Les bonnes mensurations pour être quarterback. Et donc, en global, un très bon combine de la part de Justin Herbert qui n'a qui n'a pas déçu. Et Très juste bien. Pour préciser, il ne faut pas oublier que c'est un beau bébé quand même, le petit Justin. Hein. Il fait 2 mètres et plus de 100 kilos. Donc courir comme il l'a fait, c'est vraiment pas mal quand même. C'est ça, exactement. Il fait 1m98, 99, ça dépend des conversions. On va dire 1m98 pour 108 kilos.
Donc, ça, comme tu dis, Valentin, c'est une belle bête. Et courir à 4,68 avec 108 kilos, c'est pas mal. Et voilà, c'est un vrai plaisir de voir sa performance à la draft. Au combine, pardon. Le deuxième top que l'on a choisi, c'est un top, et c'est un joueur un peu controversé dans nos opinions, on va dire, sur son placement à la draft. C'est Jordan Love de Utah State. Jordan Love qui est souvent annoncé premier tour de draft, mais voilà, on se pose pas mal de questions sur lui, et finalement qui a livré un beau combine, qui l'a vu, et surtout qui a pensé que ça pouvait monter sa cote vraiment dans la draft de manière significative, ou que finalement il y a toujours des doutes qui persistent. Il a fait un bon combine, donc en soi, ça va l'aider. Mais déjà, comment dire, les analystes, on dirait qu'ils n'ont pas vu ses matchs. Ils n'ont pas regardé ses matchs, ses turnovers qu'il a créés, tout ça. Et on le met déjà en tant que premier ou deuxième tour. Donc, ça ne peut que l'aider. Mais là, si on parle vraiment que du combine, ça va l'aider. Il a fait des bons lancers. Mais bon, c'est comme un peu dit Guillaume, c'est sans casque, c'est sans pression, c'est sans rien. Tu lui mets un casque et tout, le mec, il te lance 17 interceptions dans la saison. Donc voilà, c'est bien beau de lancer des belles balles dans un dôme, dans de bonnes conditions, mais c'est un peu un problème, mais on va dire que ça l'a aidé. C'est ça, en fait, ça l'a beaucoup aidé parce que il le mettait il y a beaucoup d'analystes ont commencé à le mettre dans le top 4 des QB de la draft, et je sais pas, durant le combine, un peu tout le monde a changé pour le mettre devant Justin Herbert. En soi, comme tu le dis, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de lancer quand il n'y a personne, il n'y a pas de DB, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Et moi, Jordan Love, avant la draft, on fera un épisode sur l'analyse des joueurs. Je prévois un peu. Et, Jordan Love, non, 20 touchdowns, 17 interceptions cette année, c'est pas optimal. Et tout le monde dit, mais regardez pas cette année, regardez l'année d'avant. Ouais, mais certes, à cet âge-là, on est là pour progresser, pas pour régresser. Et, c'est quelque chose qui me dérange, moi, d'avoir Jordan Love aussi haut. Mais je serais tout à fait heureux, comme je l'ai dit sur Twitter, que Jordan Love passe avant Justin Herbert, et que Justin Herbert aille dans une équipe beaucoup plus forte en fin de premier tour, comme les Saints, les Patriots, même les Colts en numéro 13. Et c'est quelque chose qui est peu réaliste, puisque je pense que quand même que les Chargers ne vont pas passer Justin Herbert. Mais si les Chargers passent Justin Herbert, pourquoi pas aller dans une meilleure équipe et moi, j'en serais très heureux. Et voilà, pour finir sur Jordan Love. Ouais, mais si Love part chez les Chargers, voilà, Herbert est au 7e choix et toujours là, moi je veux que mes Saints ils le prennent direct, ils aillent chercher Herbert, quoi, rien à faire. Par contre, oui, mais... comme quand je vois Jordan Love qui termine chez nous dans les mocks, non mais je vais pas commencer, sinon je vais m'énerver pour rien. Bref, nous allons passer au 3e quarterback en top. C'est Colt McDonald. Cole McDonald qui vient de l'université d'Hawaï, qui est un quarterback très très intéressant parce que McDonald c'est 4135 yards en passe cette saison, 33 touchdowns, 14 interceptions. C'est un peu un de nos chouchous parce que on pense qu'il a été un peu underrated parce que voilà, il est à l'université d'Hawaï justement, alors que juste avant on parle d'un type qui était à Utah State. On va comprendre pourquoi Cole McDonald ne vaudrait pas mieux. Mais c'est une réflexion personnelle. Mais en tout cas, McDonald qui a d'ailleurs réalisé le meilleur temps au 40-yard dash avec 4 secondes sur 58. Je sais que toi, Valentin, c'est vraiment un de tes chouchous et que ça te fait plaisir qu'en fait, finalement, il ait monté sa cote là dans ce combine, qu'il ait monté sa cote et je pense qu'il y a des équipes qui vont vraiment s'intéresser à lui. C'est un quarterback à développer, quoi. Il a un truc. Ouais, il est intéressant. Je pense qu'il ne sera pas une drafted free agent avec le combine qu'il a fait. Voilà, on peut penser que le mec il vient d'Hawaï, donc forcément il n'y a rien à prendre, quoi, en gros, et jouer dans une trop petite fac. Mais bon, si on prend un exemple comme Carson Wentz, il a joué aussi dans une division inférieure. Mais ouais, il s'est montré, je pense qu'en 6-7e tour, moi par exemple pour Green Bay, j'aimerais bien l'avoir. Parce que c'est un QB qu'on peut essayer de développer. Il a un gros bras, des qualités athlétiques.
Je pense qu'il a dans le vestiaire, il apporte un peu un bon move, quoi. Et ça, c'est un bon gars pour le vestiaire. Si, admettons, il est gardé en practice squad, avec son bras, il peut faire travailler les receveurs, les DB. Enfin, c'est un mec assez intéressant à développer quand même, à laisser peut-être 2-3 ans derrière un QB déjà en place. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que les Steelers le prennent aussi. Pour qu'il apprenne derrière Big Ben et qu'on arrête avec le projet Mason Rudolph, j'en peux absolument plus. Voilà, petite parenthèse fermée. Et ça fera plaisir à notre ami Baptiste d'Oklahoma State University, qui n'est pas encore là ce soir, mais qui revient très bientôt. Vous en faites pas, il était pas mal occupé ces derniers temps, mais il est bientôt de retour. Niveau quarterback, et juste une toute petite mention à Jalen Hurts, qui quand même a réussi un très bon combine, et je pense qu'il a remonté sa cote. Et il faut le mentionner, Hurts, qui a fait d'ailleurs aussi un des meilleurs temps au 40-yard dash, et qui a prouvé qu'il savait lancer, en tout cas, et qu'il n'avait pas besoin de switcher de position comme certains scouts le voulaient. On va passer au top des running backs. Juste Elio, Ouais. pour revenir sur Hurts, c'est un peu le mal-aimé, on va dire, des QB cette année. Et ouais, juste comme tu disais, certains qui voulaient repositionner en tant que tight end ou receveur, mais je précise bien en tant que tight end, puisque ça a été cité. Je pense qu'il sera un très très bon QB. Et pareil, s'il peut apprendre 1 ou 2 ans derrière un QB, il peut être très correct. Mais il n'est pas un peu petit pour être télé ou c'est moi qui me donne l'impression qu'il est petit alors qu'il n'est pas, il est pas tant que ça? Il paraît petit, mais il n'est pas très très grand, je crois. Il fait 1m88, il me semble, un truc comme ça. Ouais, c'est short un peu pour être. Oui, c'est pour ça que quand on avait dit quand on m'a dit qu'il essaierait de passer tight end, j'avais pas trop compris pourquoi, mais bon. Ouais, Peut-être effectivement. Un un 88 jour, Hurts. Ouais. ouais, Ouais, voilà, voilà. un petit jour de détresse pour cette personne qui m'avait dit ça, mais enfin non, ce sera un bon QB et c'est un peu le mal aimé, mais on peut être surpris dans le bon sens avec lui. Et on va passer au flop quarterback. Les flop quarterback, on a 2 joueurs en particulier. On va démarrer avec, avant le spectacle, on démarre avec l'autre quarterback, Shea Patterson, le quarterback de Michigan. On en parle de temps en temps en disant que justement c'était un flop pour nous, qu'on attendait bien mieux. Voilà, ancien 5 étoiles. Il avait transféré d'Ole Miss, justement, la fac phare de Valentin, vers Michigan. Et Valentin, toi, qu'est-ce que tu peux dire de ce combine, toi qui l'as connu un peu à l'époque quand il était chez vous et qui l'a un peu suivi? Est-ce que même tu penses qu'il sera drafté, quoi? Alors, on va parler du combine déjà pour commencer. Alors, déjà, au niveau de son atout compensé principal, au niveau de la course, il a fait du 4,71, donc c'est pas terrible. Et au niveau des lancers, il a raté énormément les receveurs sur des lancers courts et simples, sur des slants. Les ballons, ils passaient 1 mètre au-dessus. Enfin, voilà, il s'est un peu enterré un peu plus. Euh, et tu me disais, ouais, est-ce qu'il sera drafté? Je sais pas. Je pense pas, honnêtement, avec tout ce qu'on a vu au cours de la saison, de ce combine. Moi, je suis une équipe, enfin, je le drafte pas. Je peux le prendre en drafted free agent pour essayer dans le practice squad, mais je tente pas le coup. Voilà, je lâche pas un tour sur lui. Et il fait partie un peu de ces 5 étoiles d'Ole Miss qui ne réussissent pas, parce qu'il est passé par chez nous. Un peu comme Robert Ndekemish, qui n'a pas du tout réussi en NFL. Il y a lui, Benito Jones, qui n'a pas le rendement attendu, bon, qui va être un bon joueur de rotation, un bon joueur de NFL, il n'y a pas de problème, mais c'est un 5 étoiles et attendu bien mieux que ça. Donc, bon, je ne sais pas si on a un problème dans notre université avec les 5 étoiles, mais voilà, c'est un de plus qui n'arrive pas à progresser et qui ne donne pas les attentes qu'on a placées en lui. Et Patterson qui avait vraiment tout en main cette saison pour faire une bonne saison avec Michigan. Et il avait même Donovan People-Jones, receveur qui se présente à la draft, très bon receveur à Michigan. Avec lui, il avait un peu tous les atouts, une bonne line. Oui, il avait 3 bons receveurs, un bon online, à la course propre, une défense propre. Mais voilà. Et en plus, en début de saison, on parlait du petit frère de McCaffrey, qui Dylan. pouvait, ouais, c'est ça, qui pouvait lui prendre peut-être sa place. On lui a donné la saison, le coach Harbaugh, il lui a fait, vas-y, c'est toi, c'est ton année. Bah,
Et comme on a déjà dit dans des épisodes passés, il a fait du Shea Patterson, quoi. Il a chié Patterson. Bon, ok. Euh, on va passer au deuxième flop quarterback, qui n'est autre. Alors, devinez, les gars. Sincèrement, à votre avis, c'est le meilleur ami d'un de nos membres qui est fan des Florida Gators. Guillaume. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Jake Fromm? Et franchement, j'ai un peu d'affection pour ce type, mais là, j'avoue qu'il... Enfin, bref. Vas-y, Guillaume, je te lance. Alors, déjà, j'aimerais remettre les choses au clair. C'est vous qui m'avez dit d'en parler, c'est pas moi qui ai demandé d'en parler. Parce que pour une fois, Tu nous en parles à chaque épisode, alors il faut bien qu'une fois Oui, le mais jour là- J... Mais j'en parlais parce que c'était le quarterback de Georgia qui me saoulait, qu'on n'a jamais réussi à le battre alors qu'il était éclaté contre le sol. Mais là, en soi, encore une fois, c'est le combine, donc ça a peu d'importance pour moi. Après, le truc, c'est qu'il y a peu d'importance pour moi à un certain point. On va dire que déjà, bon, après ça, tout le monde sait que c'était pas sa force, mais il a le plus mauvais temps au 40 yards de tous les QB, si je dis pas de bêtises, avec un temps de 5,01. Ouais, le plus mauvais. Donc après, ça se joue à 1 centième. On va quand même être honnête, être honnête avec vous. Mais ouais, c'est son problème. Ses problèmes de saison ont quand même réussi à se voir lors du combine. Donc, comme on disait, contre de l'air, sans casse, sans épaulière. C'est-à-dire que c'est tracé deep et c'était catastrophique. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est Valentin qui m'a dit tout à l'heure en off qu'ils ont été obligés de modifier un drill juste pour lui, pour qu'il réussisse à mieux compléter ses passes. Enfin, on est au combine, t'es comme à la maison, t'es en short t-shirt et t'arrives pas à compléter une simple fade. Enfin, là, ça commence à devenir chaud vraiment chaud pour ses côtes, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant qu'il est entre guillemets plus à Georgia, moi je lui souhaite de réussir à ce mec-là. Et ça a l'air d'être un mauvais type ou quoi, mais le problème c'est qu'il fait rien pour me permettre de lui dire des choses positives dessus en fait. Et donc ça, il a loin d'avoir impressionné. Il sera drafté par contre, à l'inverse de Patterson où là il y a peut-être un doute. From, il sera drafté, à mon avis, entre les tours 3 et 5, plus 4-5, mais entre les tours 3 et 5, à mon avis. Mais voilà, il ne m'a pas impressionné. Il a confirmé ses faiblesses, on va dire. Donc, sur ce qui est de la précision sur les longues balles, qu'il n'était pas très mobile comme quarterback. Voilà. Donc, le combat de Jack Fromm n'a pas été une réussite pour lui, on va dire. 3 et 5, tu vas fort. Alors peut-être plus 3 quand même, mais globalement, je suis d'accord avec toi. Et ça aussi, ça permet de... Voilà, tu le dis, il était en short t-shirt, comme à la maison, mais ça permet aussi d'évaluer un peu la pression. Ouais, c'est ça. Comment il réagit à la pression, et c'est-à-dire que la pression d'être observé par tout le monde, et ben voilà. Et, Mais toi, quand je te dis entre 3 et 5, c'est que là, moi, je serais pas outré de voir des mecs comme, je sais pas comment il s'appelle, pardon, j'ai oublié son nom. Donc Jacob Eason qui passe devant, c'est sûr. Jalen Hurts, à mon avis, il y a de grandes chances. Mais tu vois, même un mec comme Cole McDonald, ça serait une petite surprise, mais je serais pas offusqué en disant oh, McDonald est parti avant Jack Fromm, tu vois. Mais Jake Fromm, en fait, il a quand même une bonne petite Oh oui, il a cote. une bonne cote, hein. Oui, il a une bonne cote, ça, c'est Il clair a et une net. bonne cote. Il partira pas après le deuxième tour, voire troisième. S'il part au troisième, c'est Deuxième pas. tour, tu penses? Moi, je pense que les recruteurs, enfin les GM, Après, tout dépend du rythme auquel les quarterbacks partent aussi, tu vois. Parce c'est qu'on ça. sait qu'on va en avoir au moins 3 dans le top 6. À mon avis, il y en aura 4 sûrs au premier tour. Ouais. Mais après, si les mecs commencent à s'affoler et en prennent 6 dès le premier tour, ou 6 premier tour et top 5 du deuxième, ouais, là, il peut être top 2, top 3. Enfin, il pourrait être dans le deuxième ou troisième round. Ouais, faut Moi, voir ce que. personnellement, je pense qu'il va y avoir un gros drop entre le moment où, je sais, visiblement, ça risque d'être plus, comment il s'appelle, plus, le mec de Utah State. Jordan Love. Jordan Love. Jordan Love, pardon. Jordan Love, je pense qu'il partira avant, par exemple, un mec comme Jacob Eason. Mais je pense qu'après ces mecs-là, je pense qu'on va avoir un long moment sans quarterback de prix. Tu vois.
Et ça ne m'étonnerait pas de voir peut-être Hurts passer devant, peut-être même Nate Stanley, s'il y a une équipe qui tombe un peu amoureux du gars, le quarterback d'Ohio. Bah, moi, justement, de Iowa. Justement, Iowa, pardon. moi, Nate Stanley, moi, je l'ai pas trouvé excellent sur ses lancers. Hein. C'était pas. C'était pour moi, c'était pas. Je l'ai pas mis en flop en soi, mais il m'a pas impressionné, tu vois. Alors Oui, mais il est connu pour Nate avoir un Stanley, bon on bras. l'attend pas en tant que deuxième. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La réflexion de Valentin est super pertinente à ce niveau-là. C'est vrai qu'on ne les attend Oui, pas au même niveau. voilà, c'est ça. Donc, On verra bien de toute manière pour Jack Fromm. Ça reste un mystère hein, parce qu'il a su jouer dans des grands matchs. Il a amené Georgia en finale de college football. Enfin, on verra bien. On va passer au top running back, ça vous dit? Eh bien, si ça vous dit, maintenant on va passer au top running back. Alors, top running back, on va démarrer assez facilement et rapidement. Je pense que pour tout le monde, c'est quasiment le meilleur running back de cette QV. C'est Jonathan Taylor de Wisconsin. Jonathan Taylor, déjà, faut le dire, en 3 saisons à Wisconsin, c'est au moins une cinquantaine de touchdowns, quasiment, un peu plus même. Cette saison, c'était 21 touchdowns, 2003 yards à la course, avec 5 touchdowns dans les airs pour 252 yards. Et là, en fait, il a tout déchiré quoi, au combine. Il n'y a rien à redire. Il fait plus de 100 kilos et ça a été le running back le plus rapide au 40 yard dash avec 4 secondes 39. Pour vous, c'est logique que Taylor se soit imposé. Pour vous, c'est le meilleur running back de la QV. Ouais, moi je pense que maintenant enfin, je pensais déjà que c'était le meilleur il y a quelques semaines, mais tu sais, toi t'aimes beaucoup Wisconsin et moi aussi j'aime beaucoup regarder les matchs de Wisconsin et c'est vrai que je l'attendais pas du tout en fait sur sa vitesse et le temps qui nous a sorti aux 40 yards, bah franchement il m'a impressionné. Comme tu l'as dit, il fait plus de 100 kilos et putain, c'est là où j'avais un peu des doutes quand je le regardais à Wisconsin, où il avait juste, il était dans peu de situations où il faisait des grosses accélérations, où il pouvait montrer sa vitesse, et je trouve ça assez rassurant qu'il ait claqué ce temps. Et on va passer au deuxième top, du coup. Le deuxième top, c'est Kai Makers de Florida State. Donc, c'est assez surprenant. Kai Makers, qui est quand même un ancien 5 étoiles, faut aussi le noter. Vous avez pensé quoi de Kai Makers? Apparemment, il a des bonnes mains, il a un bon jeu de course. Ouais. Il est assez complet et puis c'est un double menace. Au niveau Ouais, de juste ça. Vas-y. J'aurais mettrai ça tout à la fin. Vas-y. Au niveau de K-Makers, il a beaucoup, il a beaucoup impressionné les scouts et les analystes sur sa vitesse de pied. Enfin, au niveau il y avait beaucoup d'exercices pour les running backs avec, par exemple, où il y avait trois backs, 3 sacs, et de faire une sorte de croix avec les pieds. Et c'était un exercice qui était nouveau au combine. Du coup, beaucoup de joueurs se prenaient les pieds dans les sacs et K-Makers, lui, il a passé, il a passé rapidement. Enfin, il était impressionnant sur ça et on a vraiment vu sa vitesse de pied, son explosivité, etc. Donc, un bon petit gagnant de la draft pour moi, enfin du combine. Ouais, donc ce que je voulais rajouter, c'est que vite fait, Cam Akers, pour l'avoir rencontré à moult reprises, du coup avec Florida, ses mains, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il va claquer des catchs que des receveurs ne catcheront pas. Prendre un exemple tout bête, c'est cette année ou l'année dernière, je sais plus. Il nous rentre un catch one-hand, mais du futur. Je crois que c'était l'année dernière. C'est vraiment impressionnant. Donc, pour moi, je pense qu'il pourrait commencer comme un running back de ce qu'ils appellent un third down back, donc en troisième tentative, donc qui sont très bons à la passe, pour se développer sur un running back qui fait les 3 downs. Et franchement, ouais, Cam Makers, c'était un des rares points positifs, on va dire, de Florida State ces dernières années. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait très bien performé sur ce genre de drill. On va passer au flop. Et en flop, ça sera qu'un seul running back à vous proposer. Malheureusement, c'est le running back de Maryland, Anthony McFarland. Moi, si je peux en parler, voilà, McFarland avait tout à gagner sur cette draft. Il était considéré comme un running back un peu sous les radars, c'est-à-dire qui peut arriver, je pense, sur un 3e, 4e tour et puis faire du très bon boulot dans une équipe qui sait se servir de ses jambes et de ses mains.
Et il n'a pas fait un bon combine. Alors, encore une fois, le combine, ça peut être. C'est pas forcément significatif, mais c'est vrai que, voilà, en dehors de son temps en 40 yard dash, où il a fait un 4,44, donc qui est plutôt un bon temps, il a été le 4e meilleur coureur. Sur les autres exercices, il n'a pas performé. Il était tout le temps à peu près average, au milieu ou dans les derniers. Et je pense qu'il avait beaucoup à gagner, qu'il avait beaucoup aussi à représenter par rapport à notre université. Je comptais sur lui. On sait qu'à Maryland, on n'a pas, ces derniers temps, sur ces dernières drafts, on a toujours un joueur sur qui on peut compter pour masquer un peu le reste. Et là, cette année, ça n'a pas été McFarland, alors que c'était vraiment celui sur lequel voilà, j'étais plutôt confiant. C'est notre flop, et puis on n'a pas trouvé d'énormes flops sur les gros running backs, pour tout vous dire. Donc on est resté sur McFarland, qui est un peu plus dans notre radar, quoi. On va passer aux receveurs, les top receveurs, les amis. Et on va démarrer avec un top receveur qui n'est autre que le receveur de Notre-Dame, Chase Claypool, le Canadien. Et je pense que vous allez deviner. Vous avez deviné qui va s'en charger. Ouais, évidemment, je suis super content parce qu'en fait, il est dans la lignée de ce qu'avait fait Miles Boykin l'année dernière. Miles Boykin, l'actuel receveur des Ravens, avait fait un super combine. Et donc, en fait, Claypool, je pense qu'il a fait la meilleure performance de receveur au combine. Je vous rappelle qu'il pèse 110 kilos pour 194 cm. Il a couru le 40 yards en 4,42. Donc, c'est plus rapide qu'Odell Beckham Jr. Donc, je reviens sur sa taille, il est plus grand que Cameron Wake. Il saute plus haut que Julio Jones et il est plus explosif que Devin Hester. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose sur un combine, mais ça montre qu'il a quand même un potentiel athlétique assez incroyable. Et là, ouais, pour le coup, Chase Claypool, il a vraiment sa cote, elle a vraiment grimpé. Et il y a même certaines équipes, du coup, au vu de son gabarit et de ses performances, qui voulaient le placer tight end. Mais bon, je pense qu'il va rester receveur au vu de ce qu'il a montré sur le combine, qui pouvait être un gars qui peut courir vite et pas qu'un simple tight end. Voilà. En deuxième top, nous avons CeeDee Lamb, que nous avons classé premier dans notre top 10. Vous pourrez aller voir d'ailleurs, on a fait une collaboration avec Actu Football Américain sur Instagram et sur Facebook. Vous verrez, on a fait un classement de tous les joueurs à toutes les positions qui se présentent à la draft. Et CeeDee Lamb, qu'on compare toujours avec Jerry Jeudy, mais CeeDee Lamb qui a réalisé quand même une très grosse performance sur ce combine et qui a vraiment monté son draft stock. Déjà qu'il était énorme. Toi, Valentin, je sais que tu es un gros fan de CeeDee et que tu l'adores. Et dans notre première draft, d'ailleurs, tu l'avais directement drafté en 3e position, en 3e choix. Et oui, exactement. Et je pense que je serais pas loin de le refaire, peut-être pas à la 3e position, mais de le mettre assez haut. Pour moi, bon, non, on va même pas parler du débat de jeudi CeeDee Lamb, mais il y a surtout un catch qu'il faut que vous ayez voir sur YouTube. Il fait un super catch en se retournant, il met les 2 pieds. Enfin, il a validé tout ce que tout le monde pense de lui. Donc, j'ai trop rien à dire, hein. Il a fait un super combine. Il a validé son ticket pour les 15 premières places sûrement. Et voilà. Par contre, juste Val, j'ai une petite question. Parce que CeeDee Lamb, il est quand même connu pour être une menace assez profonde, et assez rapide en temps normal. Après, c'est pareil, c'est être rapide sur le terrain et être rapide au combat, c'est pas la même chose. Mais son temps de 4,50 au 40 yards, il te fait pas un peu tiquer ou quoi? Non, parce que quand tu regardes les stats de yards après réception, il a des stats énormes. J'ai plus les stats parce qu'en plus on les avait donnés sur un débat précédent, mais j'avais vu les stats en comparant Jeudy et lui, et il avait des meilleures stats en course après réception. Donc, ouais, voilà. Et du coup, non, ça m'inquiète pas plus que ça. Donc toi, tu penses que c'est un peu comme je disais tout à l'heure, un peu plus tôt dans le podcast, c'est courir en ligne droite et courir sur un terrain. Le plus important, c'est de courir sur un terrain, quoi. Ah, c'est ça, quand il fait il a une grosse release, on dit en anglais. Toi, tu connais quand c'est
Quand Ouais, tu ouais, pars sur et que tu feintes, sa sortie le de, DB. sa sortie de, ta sortie de position de départ, on va dire, Ah, c'est en ça, en français. bon français, voilà. Il est monstrueux, donc à partir de là, tu peux courir en 4,50 ou en 4,60, c'est bon, c'est passé, quoi. Ok. Bon, ça me fait pas peur. Et si c'est bon pour vous sur l'AM, on va passer à Denzel Mims de Baylor. On a plusieurs tops là, en receveur. C'est vrai que c'était compliqué. Comme vous le savez, la draft receveur, on dit à chaque épisode, est énorme. Donc là, Denzel Mims, qui est vraiment, je pense que, sincèrement, pour moi, c'est celui qui a le plus augmenté son draft stock sur ce combine et a vraiment impressionné. Encore une fois, je pense que Valentin Dolmis, toi, tu es mieux pour en parler, tu es mieux placé parce que tu le suis vraiment depuis un moment et que tu t'arrêtes pas de le rabâcher. Mims, vous allez voir, vous allez voir. Et sincèrement, on peut que te donner raison. Ah, c'est ça, vous allez voir, ça fait un bon moment que je le suis, que je regarde les matchs de Baylor. Et donc, on avait parlé fin de saison avant les bowls, avant le Senior Bowl. Je disais que c'était un des meilleurs receveurs. Ouais, non, peut-être pas. Bon, ok. Il s'est montré au Senior Bowl. Les gens, ils ont fait ah, c'est peut-être un quatrième tour, effectivement. Et là, Combine, bah, c'est le genre de gars à qui sert vraiment le Combine. C'est encore validé encore plus les doutes, enfin, de changer les doutes qu'on avait sur lui et qui peut le faire passer en deuxième, voire fin de premier tour, comme certains l'ont mis. Et moi, ça me choque pas maintenant, parce que je le dis depuis le début, de le mettre dans les 5 top receveurs, quoi. Pour moi, il est 3, mais à la limite avec Higgins. Donc, pour moi, je dis bien. Donc voilà, pour moi, il a tout pété. Comme je l'ai dit, je lui donnerais ma fille si j'en avais une, donc il n'y a aucun problème. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose là. Ça devient bizarre. On a aussi en tout dernier top receveur, on a aussi Henry Ruggs. Henry Ruggs qui a réalisé un très très bon 40 yard dash qui était plus rapide, alors que Ruggs c'est pareil, hein, c'est un énorme gabarit. 4,27 d'ailleurs, c'est le meilleur, je crois que c'est le meilleur score total de toute la combine en, en course sur le 40 yards. Pour vous, est-ce qu'Henry Ruggs confirme son niveau? Est-ce que voilà, tout le monde s'attendait à ce qu'il court rapidement. Il a aussi bien effectué ses exercices de position. Pour vous, c'est logique. Il y a trop rien à dire sur Ruggs. Ouais, pour moi, il n'y a rien à dire. Il a couru en 4,27. 4,27 et on espérait qu'il fasse mieux. Je me souviens, Patriots France sur Twitter, il avait annoncé un 4,19, il me semble. Bon, on pensait pas qu'il allait casser le record de John Ross, mais moi je pensais qu'il allait faire mieux que 4,27. Mais c'est un très bon temps et ça lui a valu, ça va lui valoir un haut choix de draft, fin de premier tour, certainement deuxième, plus certainement deuxième. Mais ouais, trop rien à dire sur lui. En soi, on allait juste regarder la vitesse sur ce qu'il a, sur ça, donc bien pour lui. On va passer au flop. Et le flop, il concerne La notre. Ouais, la Ouais, Vizcacheno. c'est ça, la Vizcacheno, notre receveur du Colorado, et qui a dû attrister d'ailleurs notre ami de Colorado France qu'on avait invité dans le dernier épisode. Vous en avez Bah, pensé quoi quand pour t'as que Cheno et des. son draft stock, est-ce qu'il va manger Bah, moi, je trouve qu'il a ajouté enfin, il n'a pas pallié à, comment dire, pas son problème, mais les doutes que les analystes et les scouts disaient à son propos. Euh, il me semble, corrigez-moi si je dis quelque chose de faux, mais il a que fait le 40 yards et il n'a pas fait un super temps, 4,58 et il n'a rien fait d'autre. Donc là, je suis un peu sur le site de la NFL et même, vous savez, la NFL, ils font des prospect grade et dans le petit commentaire en dessous de sa note, c'est écrit boom or bust prospect. Et c'est exactement le sentiment que m'a laissé la Vizcacheno. C'est soit ça va être un super joueur, soit il va bust complet. Il a trop laissé d'incertitude à pas participer au vertical jump, broad jump, le freecon drill, même si ça veut pas forcément dire quelque chose, bah, ça montre que le gars, il a peur, quoi. Et C'est à l'im- oui, c'est à l'image un peu de sa dernière saison, hein. On attendait
une grosse progression par rapport à l'année 2018. Et finalement, le 2019, ça a été un peu moyen, un peu flop, et on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. On a toujours conservé cette idée qu'il était très explosif et qu'il pouvait aussi servir de running back et de receveur, et que dans une attaque explosive, il allait être à l'aise en NFL. Et du coup, c'était très certainement un premier tour, mais c'est vrai qu'il ne se donne pas des points, il ne s'est pas donné des points sur la saison, et là, il ne se donne pas des points en combine. Et ça en devient un tout petit peu inquiétant, sachant que voilà, il peut vite tomber au deuxième tour. Il y a des receveurs qui ont beaucoup gagné, et il y en a beaucoup des bons receveurs sur cette draft. Donc, est-ce que chez nous ça ira quoi pour lui? Je peux pas. Moi personnellement, je pense que si je suis GM et que je suis au premier tour, je prends pas le risque. Et il y a d'autres receveurs qui pourront bien mieux desservir une équipe. Et peut-être que là, Mims est peut-être passé devant Cheno. C'est ce qui se dit d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui se dit que Denzel Mims serait devant Cheno. On va passer au top tight end, si ça vous dit. Ouais. Ça a l'air de vous dire. Alors, on va passer au top tight end avec en tout premier le tight end de Missouri, Albert Okwuegbunam. Okwuegbunam qui était considéré comme un premier tour avant la saison, qui avait fait une très bonne saison avec Drew Lock comme quarterback, qui avait été sélectionné l'année dernière en draft 2019 au deuxième tour par les Denver Broncos et qui est passé durant l'année titulaire chez Broncos de Denver. Donc voilà, il a été bien aidé par Okwuegbunam. Et finalement, voilà, pendant la saison, il n'a pas fait une saison énormissime, mais il est descendu. On disait que c'était quasiment le 5e ou 6e meilleur tight end. Finalement, il est remonté. Voilà, il a réalisé. Franchement, il a un corps énorme. Il a réalisé un temps de 4,49 pour 120 kilos. Pour 120 kilos. Donc, imaginez la carcasse qui se déplace de manière aussi rapide. Il a gagné... un ours, du coup. Tiens, tu vas nous en dire plus sur Nounours qui court, mais apparemment, voilà, ça a été un peu incertain au niveau de son tracé de route, mais on dit qu'il a beaucoup de marge, qu'il a un très haut plafond, une grosse marge de progression. Voilà, pour moi, c'est le tight end quasiment le plus fiable de cette draft, avec celui de Notre-Dame, dont on va parler juste après. Pour vous, tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais, c'est clair. Pour faire vite fait sur Okwuegbunam, donc lui, il a couru que le 40 yards, donc il a fait son 4,49. Et après, c'est un très très bon. Ça peut être un très très bon. Comment ça s'appelle? Très très bon bloqueur. Il s'est montré en tant que très bon bloqueur cette année dans le système de Missouri qui avait récupéré, pour un petit rappel, Kelly Bryant. Kelly Bryant, c'est mieux en ce sens-là. L'ancien quarterback de Clemson, qui est plus un runner qu'un passeur. Donc c'est pour ça aussi que ça comment ça s'appelle, ses chiffres ont légèrement baissé, et donc il a perdu un peu de draft stock. Et ouais, c'est un athlète quand même c'est flippant quoi. Comme je disais pour rigoler un peu, c'est un ours qui court comme un receveur quoi. Donc il a 6,5, donc il a un peu plus de 2 mètres. 258 pounds, ça fait du 120 kg, c'est ça que tu disais. Et ouais, non, pour moi, ça peut être vraiment. Ça peut devenir un très bon tight end en NFL. Il va avoir besoin de développement, certes. Donc, pour moi, le mieux qui puisse lui arriver, c'est d'être derrière un tight end un peu vieillissant, on va dire. Donc, en backup pour pouvoir apprendre 1 ou 2 ans. Et si c'est un vrai bon joueur, il va se révéler et il peut faire très mal dans 2-3 ans, je dirais. Et deuxième top, merci Guigui. Deuxième top, ça sera Colkmet de Notre-Dame. Alors, je sais qu'il est déjà prêt à nous dégainer tout le bien qu'il pense de lui, et puis le fait aussi, un peu comme Valentin, que voilà, si sa fille voulait se marier avec Colkmet, qu'il la laisserait volontiers le faire, même si on est en 2020 et que normalement, elles n'ont plus besoin de vos approbations. Hein, ouais. Alors, vas-y, vas-y. Non, je vais pas m'éterniser, mais moi, je trouve qu'il a confirmé avec son physique ce que les gens, les scouts et les analystes disaient de lui. Il a été très bon. C'était le meilleur au vertical jump. Il a couru assez vite pour son poids. Bon, pas autant que Albert là, de Missouri, mais
il a confirmé. Pour moi, c'est le meilleur tight end de cette QV. Il a un jeu, il est hyper puissant et c'est le genre de joueur qui te fait gagner des yards après réception. Moi, je vous conseille tous d'aller voir les 10 premières minutes du match face à Georgia et ça vous fait pas besoin de vous taper plein de vidéos, ça suffit juste à expliquer quel joueur il est. Voilà. On va passer au flop Thailand. Flop Thailand, Jared Pinkney de Vanderbilt, qui était attendu comme un des meilleurs Thailand de cette QV. Alors, il faut le dire, la QV Thailand n'est pas exceptionnelle cette année, tout de même, il faut le préciser. Mais Jared Pinkney, qui a terminé d'ailleurs dernier au 40 yard dash chez les Thailand, avec 4,96 pour des joueurs qui doivent être athlétiques. Alors, comme on l'a dit, ils ont des grands gabarits, donc on ne leur demande pas de courir comme des receveurs, mais c'est vrai que 4,96, c'est pas terrible. Vous, est-ce que vous pensez que Pinkney est complètement descendu dans la draft, ou au contraire, voilà, qu'il y a une équipe qui tentera le coup, mais bon. Il y a toujours une équipe qui tentera le coup en soi. C'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, le 40 yards, la vitesse, les tests physiques, c'est que des tests physiques justement, et que c'est sur la saison que ça compte. Il aura baissé un peu dans la draft, mais il n'aura pas perdu. Il aura pas perdu énormément. Et beaucoup de drops, notamment lors des exercices c'est ça. de réception. C'est ça, mais par exemple, on a Mitchell Wilcox, on en parlera certainement après. On a Mitchell Wilcox qui a beaucoup droppé aussi, et ça, c'est plus. C'est vrai que c'est plus important les drops sur ces moments-là. Mais ouais, moi je pense que ça va le desservir. Et évidemment, si c'est dans les flops, c'est qu'il va baisser à la draft. Mais c'est pas un mec qui va passer de deuxième jour à troisième jour. Il va tomber de quelques tours, enfin un tour, mais pas plus. Enfin, il va pas faire une dégringolade dans la draft. Et d'ailleurs, tu as très bien introduit le deuxième flop, et Mitchell Wilcox de South Florida, qui lui aussi était considéré comme un tight end avec un bon potentiel, qui a été le troisième plus mauvais temps, pareil, en 40 yard dash avec 4,88. Et comme tu l'as dit, qui a droppé pas mal de ballons. Ouais. Justement, au-delà de ça, au-delà du 40 yards pour Mitchell Wilcox, c'est pas ce qui m'a choqué. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle le gauntlet drill. Du coup, c'est le truc où, enfin, c'est l'exercice où les receveurs ou tight end et DB cette année qui sont passés, où en fait, de chaque côté du terrain, ils ont des quarterbacks qui lancent des ballons et du coup, ils doivent se retourner du bon sens, etc. Donc, c'est un peu tricky pour les joueurs. Et lui, il s'est pris un ballon dans la tête très rapidement, il me semble, au deuxième lancer. Et après, il a tout droppé. Et il est passé une deuxième fois de l'autre côté. Et encore une fois, ça a tout droppé. Et après, pareil, ça a droppé beaucoup. Donc, lui, par contre, il a vraiment, vraiment beaucoup baissé dans la draft. On va passer au O-line, messieurs. Et au O-line, avec les tops, on a en tout premier Tristan Wirth d'Iowa. Wirth qui est régulièrement, alors qui a toujours été un premier tour, mais qui est régulièrement monté, descendu de quelques places dans les tableaux de draft, mais qui est toujours annoncé comme étant un top 10, top 15, grand maximum. Est-ce que pour vous, Wirth a vraiment passé le cap pour montrer qu'il était sincèrement le meilleur O-line de cette draft, et qu'il avait plus à revendre que des Andrew Thomas, que des Jedrick Wills, et que, bon, après, on va en parler après, parce que Mickey Becton est le deuxième, je vous l'annonce en exclu, est le deuxième top en O-line, mais pour vous, est-ce que vraiment Wirfs, d'ailleurs, qui a réalisé le meilleur temps, 4,85 en 40 yard dash, et qui a montré son athlétisme exceptionnel par rapport à son gabarit, est-ce que pour vous, clairement, si vous êtes un GM maintenant d'une équipe NFL et que vous avez besoin de prendre un offensive tackle, et que vous avez le choix entre tous les offensive tackles, parce que c'est une très bonne QV à ce niveau-là aussi, est-ce que vous prenez Wirfs en premier, pardonnez-moi? J'aime beaucoup, et c'est certainement le tackle que je prendrai en numéro 1, peut-être avec Mickey Becton, qu'on va voir tout de suite. Qu'on va voir tout de suite. Et ben, Mickey Becton, l'offensive tackle de Louisville, qui est notre deuxième top. Alors, Mickey Becton, c'est 2,1 m, 160 kg, 167, pardonnez-moi. Et une petite stat intéressante, il a que 17% de gras, donc c'est vraiment que du muscle.
Il est vraiment monté ces derniers mois en termes de mock draft. Il est monté très très haut parce qu'on l'attendait, je pense, vers le deuxième tour. Et en fait, son physique et sa capacité à bloquer ont fait qu'on le retrouve parmi les meilleurs. Pour vous, est-ce que Mackie Becton, c'est vraiment la bonne affaire? Est-ce que le Combine a vraiment prouvé et confirmé ce que les analystes en fait pensaient, quoi, en le mettant plus haut que même Andrew Thomas, ou enfin voilà, on en parlait, des Wills, des Wirth. Moi, je pense que ça n'a rien changé. Euh, c'est un très bon joueur, hein. C'est sûrement, je pense, un top 10. C'est peut-être le. Il est dans la discussion pour être le meilleur, je pense, au line avec Jedrick Wills. Mais en fait, il a juste confirmé que c'était une bête physique. Et en flop, je te remercie Augustin, en flop, on va passer à Trey Adams. Alors là, voilà, c'est une des anecdotes de ce combine. On va passer à Trey Adams, donc le O-line de Washington. Et est-ce que vous pouvez me dire, parce que je n'ose pas trop le dire, mais est-ce que vous pouvez me dire, c'est un peu déconnant, mais ce qu'a dit Trey Adams lors d'une de ses interviews, un de ses entretiens pour le combine? Bon, en gros, pour faire simple, on lui a demandé si tu pouvais changer un truc chez toi, qu'est-ce que ce serait? Il a répondu très poétiquement, un plus gros sexe. On va pas passer pas tout autour du pot. Il a demandé un plus gros sexe. Ça a fait rire tout le monde sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça, hein, j'imagine. Oui, surtout faut recontextualiser. Il a dit ça, voilà, devant des devant des scouts et des general managers NFL, des boards NFL. Devant les caméras. Voilà, devant les caméras en plus, ouais, parce que normalement les entretiens sont privés. Alors là, c'était un peu moins solennel et c'était avec des journalistes. Comment passer pour ou bien un mec pas très intelligent ou bien un mec complètement bizarre? Eh ben, les deux. Alors, mais clairement, Trey Adams, depuis sa blessure, il baisse dans la draft. Comme Guillaume le disait si bien une fois pour Jack Fromm, s'il tombe encore, il va trouver du pétrole. Et ben, Trey Adams, c'est un peu la même chose. Il baisse de fou depuis l'année dernière. Et là, encore une fois, c'est pas intelligent de sa part. Il se tourne en ridicule pour. On ne sait pas trop. Il a le physique. Il a le physique de ses idées. Ouais, il est pas gracieux, on va dire. Mais non, je comprends pas. C'est pas parce qu'il est de Washington que je critique, hein, mais dire ça, que ce soit n'importe qui, c'est pas optimal et c'est. Oh, après, tu peux pas lui retirer qu'il a beaucoup de franchise et des fois, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait dire les choses dans un vestiaire. Il savait pas trop quoi dire, il a sorti sa vanne, ça a fait marrer tout le monde. Enfin, peut-être pas le prendre au sérieux. Nous allons passer au deuxième flop très rapidement, parce que ça concerne encore un joueur du nord-ouest des États-Unis. Et cette fois de l'université rivale, j'arrive plus à parler, excusez-moi, à chaque fois c'est le soir, c'est compliqué avec le travail et compagnie. Un des joueurs de l'équipe rivale de Washington, qui n'est autre que celle d'Oregon, et c'est Calvin Throckmorton, qui avait déjà complètement loupé son Senior Bowl. Et le combine est un peu la suite presque logique. C'est ça, en fait, à l'image de son Senior Bowl, Calvin Throckmorton, il a fait une mauvaise performance, il a mal couru aux 40 yards. Il a montré qu'il avait qu'il était lent au niveau de son jeu de pied. Et c'est ça qui pose vraiment problème au scout NFL pour un tackle, ne pas avoir des pieds rapides, ce qu'on appelle des quick feet aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui pose problème. Et il y a beaucoup d'analystes qui disent que en fait, les équipes elles sont en train de se rendre compte qu'il est polyvalent. Et c'est vrai qu'il sait tout faire un peu sur la ligne, mais c'est rien. Il sait tout bien faire, mais rien parfaitement. Et c'est un peu le problème. Ils se rendent compte que ça sera un bon backup pour remplacer en guard, en centre, en tacle, mais ça sera pas un starter. Et bah ça me chagrine un peu de le mettre dans les flops, mais il mérite d'être dans les flops. C'est un bon sixième Merci Robin. C'est ça, c'est un bon sixième au line.
Eh bien, merci Robin pour ton honnêteté, hein, parce que c'est toujours difficile de critiquer un joueur de son programme. Voilà, pour ce soir, on a terminé au niveau de l'attaque, au niveau du combine des joueurs d'attaque. Voilà. Et puis, on passera demain pour la défense, donc sur un deuxième épisode, comme on vous l'avait dit. Merci beaucoup les gars, merci parce que il faut le suivre aussi le combine, c'est beaucoup de vidéos à regarder, c'est beaucoup de stats à checker et puis c'est aussi beaucoup d'objectivité ou de subjectivité vis-à-vis du joueur, comme on le ressentait déjà avant le combine, puis ensuite après. Donc merci à vous, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Donnez vos avis, dites-nous pour vous qui seront les tops, qui seront les flops, si vous êtes d'accord avec nos tops et nos flops notamment, et ce que vous avez pensé du combine. En tout cas, je vous dis bonne soirée ou bonne fin de journée. Bisous à toi, Guigui. Bisous, bonne soirée. Bisous à toi, Robin. Bisous. Bisous à toi, Augustin. Bisous, bisous. Et bisous à toi, Valentin. Salut tout le monde. Lui, c'était sûr qu'il n'allait pas dire bisous. Bon, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et merci de nous avoir écoutés. Salut.